Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur de l'algèbre linéaire. Alors aujourd'hui on va traiter la notion de sous-espace vectoriel, qui est une notion assez importante parce qu'elle va nous permettre d'étudier plus simplement les espaces vectoriels et qui bien plus tard nous permettra de décomposer l'espace en une somme de sous-espaces vectoriels. Donc étudier un espace vectoriel, c'est parfois dur. Donc ce qu'on fera, c'est subdiviser notre espace vectoriel en une somme de sous-espaces vectoriels pour pouvoir mieux l'étudier, pour pouvoir mieux le caractériser. Et il va en découler plusieurs choses intéressantes, notamment sur la diagonalisation, mais on y reviendra à ce moment-là. Euh, donc, comme son nom l'indique, un sous-espace vectoriel, c'est une partie d'un espace vectoriel. Donc, pour comprendre ça, il faut avoir vu la vidéo précédente. Heu, Maintenant, on va traiter, plus intuitivement, de ce qu'est un sous-espace vectoriel. Donc donc je rappelle que, on l'a eu, la dernière fois, on avait peut-être, je ne l'ai pas dit, mais on avait défini ces 4 espaces vectoriels-là. J'en oublie un 5e, mais matrice, MNP, coefficient dans K. OK? Donc ces 5 espaces-là, ça va être nos espaces vectoriels de référence. Donc on va admettre. C'est pas on va admettre, bon, on l'admet, que ce sont des espaces vectoriels en eux-mêmes, parce que ça nous permettra de montrer, que certaines choses sont des sous-espaces vectoriels. Donc on va jamais travailler en dehors de ça. Si on travaille en dehors de ça, c'est que soit l'exo vous est on a un guidage, soit, c'est qu'on ne fait pas de l'algèbre linéaire. Donc pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, en fait, on va prendre, donc là, ça va être mon espace vectoriel E, OK? Donc généralement, ce sera un de ceux-là, mais ça peut être autre chose, hein, c'est pas une obligation. Donc généralement, c'est un sous-espace de ça. Donc E, ça va être un truc comme ça. Et on aura une partie de E, donc je la mettrai en bleu, OK? Et on va dire que, bah, évidemment, on va l'appeler ça A. Donc A, ça va être potentiellement mon sous-espace. Et ils vont contenir évidemment un élément en commun qui va être le vecteur nul de E, OK? Et en fait, A, il aura la particularité de faire quoi? Il va être stable par loi de composition interne de E. On peut parler de loi induite, mais je préfère pas. Donc, on va dire que pour tout xy dans A, pardon, x plus y, c'est un élément de A, en fait. Donc, il est stable par la loi de composition interne. Et donc, pareil pour la loi de composition externe, donc pour tout lambda dans K. Donc, E, c'est un K espace, ça, c'est un K espace vectoriel, hein, KEV. Et donc, pour tout x dans A, lambda.x, c'est aussi un élément de A. Et donc, il faudrait que A soit non vide pour qu'on ait bien quelque chose. Si A est vide, en fait, tout ça, toutes ces assertions sont vraies, on ne peut pas parler de. Ça n'a pas vraiment de sens de parler de sous-espace vectoriel. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va définir un sous-espace vectoriel. Donc si je prends deux éléments ici quelconques, le rouge et le violet, leur somme, bon, je peux pas, on va dire que leur somme, c'est le gris. Et donc le gris, donc ça va être X rouge plus violet. Rouge plus violet, c'est toujours un élément de A. Pareil, si je multiplie rouge, par exemple, 4 fois 4, 4 rouges, c'est toujours un élément de A. Donc voilà. Et donc ça, en fait, quand on a un sous-espace vectoriel, on a un espace vectoriel. Et oui, c'est la puissance. Donc si on part de ça, on dit que ok, ça, on admet que ce sont des espaces vectoriels, bon, on l'admet, on va pas le montrer, c'est un peu chiant, mais ça, c'est nos espaces vectoriels connus. On n'aura qu'à dire, ok, ça, c'est une partie c'est une partie d'un de ces gros espaces-là. OK, et on vérifie simplement ces 3 points, on trouve un élément dedans, leur somme est bien dans A et la composition externe est bien dans A. On a un espace vectoriel. Voilà, tout simplement, comment on fait. Donc on va formaliser un peu plus le sujet.
OK, donc ça, c'est la définition qu'on vient de dire. On a, soit E, un cas espace vectoriel muni de la loi de LCI plus et enfin bref, voilà. Donc on a ces 2 lois ici, plus et point. Soit F une partie de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel si, déjà F ne doit pas être vide. Pour tout élément de F, x plus y, c'est aussi un élément de F. Et pour tout x dans F, pour tout lambda dans le corps K, lambda.x, c'est aussi un élément de F. Donc F est stable par loi externe, par loi de composition externe, et F est stable pour la loi de composition interne. Petite remarque, tout sous-espace vectoriel de E contient le vecteur nul de E. Pourquoi? Parce que, admettons que ça soit vrai, que F est bien un sous-espace vectoriel de E, dans ce cas-là, x plus y, c'est un élément x plus y, c'est un élément de F. Et dans ce cas, en fait, moins x, c'est aussi un élément de F. Donc, en fait, x plus moins x, ça ferait le vecteur nul. Ce serait un élément de F. Donc, voilà pourquoi le vecteur nul est toujours dans un sous-espace vectoriel. Donc, en fait, pour montrer qu'il est non vide, généralement, ce qu'on fait le plus simple, c'est de montrer que le vecteur nul est dedans. Ça, c'est très rapide à vérifier. Voilà. Même si, petite remarque autre, ça, c'est vraiment simple à montrer, mais on a quand même une caractérisation un peu plus rapide des sous-espaces vectoriels. Que voici d'ailleurs. On a toujours E un K-espace vectoriel, F une partie de E. Donc F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si le vecteur nul est dedans. Et pour tout couple du corps K, et pour tout couple de F, de vecteur F, lambda.x plus mu.y, et tu as aussi un élément de F. Encore, en fait, ce qu'on fait, en fait, entre autres, grâce à ce petit calcul, on vérifie les deux trucs d'un coup, en fait, pas distinctement. Donc, on va supposer que F est un sous-espace vectoriel dans notre cas ici, hein, qui respecte cette définition. En fait, les deux définitions sont équivalentes. C'est ce qu'on va montrer tout de suite. Donc, supposons que F est un sous-espace vectoriel de E, soit lambda mu du corps K, xy, deux vecteurs de F. Comme F est un sous-espace vectoriel, lambda x, c'est dans un élément de F. Pareil pour mu y. En fait, donc, vu que c'est stable par addition, d'après ici, là, d'après mon deuxième item, on a que lambda x plus mu y, c'est aussi un élément de F. Donc là, on a la définition de ça, ça implique évidemment cette caractérisation-là. Et il faut vérifier que le vecteur nul est dedans, c'est la remarque que j'avais dit tout à l'heure. On vérifie aisément que le vecteur nul est dedans, ce qui prouve l'implication. Maintenant, le réciproque, on va supposer que cette caractérisation est vérifiée, on va montrer que la définition est vérifiée aussi. Donc, comme le vecteur nul est dedans, mon f n'est pas vide. Donc, ça, c'est déjà bien. Ensuite, je pose, donc ça, c'est vrai pour tout lambda mu dans un corps K. Donc, je pose que lambda est égal à mu égale au 1. Donc, ça me fait que x plus y, c'est. Donc, j'en déduis que x plus y appartient à f. Et si je pose mu égale 0, lambda x, pour tout lambda, lambda x appartient à f. Donc, ça, ce qui respecte la définition d'un sous-espace vectoriel. Petite remarque, entre autres, on aurait pu aussi avoir une caractérisation légèrement plus rapide en enlevant le mu ici, juste en vérifiant que lambda x plus y est un élément de f. Mais moi, je l'ai appris comme ça. Mais en vrai, le mu n'est pas nécessaire ici. Donc voilà, maintenant on va montrer, on va essayer de faire des opérations ensemblistes sur des sous-espaces vectoriels. Donc, sur le plus point, toujours un K-espace vectoriel. Soit FI, I dans grand I, en fait, I c'est un ensemble d'indices, hein, on s'en fout un peu. Donc on a FI, une famille de sous-espaces vectoriels de E. Alors l'intersection des FI, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. Donc pour le montrer, on va utiliser notre caractérisation, qu'on vient juste de montrer à l'instant. Donc je me donne une famille de sous-espaces vectoriels de E, donc FI. Je prends l'intersection. L'intersection est bien inclue dans mon espace E. Ça, il faut le dire, mais je ne l'ai même pas dit. On l'oublie généralement. Ensuite, si je prends deux éléments dans cette intersection-là, et que je prends deux éléments du corps K, donc pour tout I, dans grand I, lambda X et mu Y appartiennent à FI, parce que FI, c'est bien des sous-espaces vectoriels, donc ils sont stables par loi de composition externe.
Et donc, en fait, pour tout i dans i, lambda x plus mu y, c'est un élément de fi sans prendre en compte l'intersection, hein, juste fi. Et comme, comme ça appartient à tous les fi, ça appartient entre autres à l'intersection. Donc lambda x plus mu y, c'est un élément de l'intersection des fi. Et aussi, ensuite, on vérifie que le vecteur nul est dedans. Bon, on peut le faire en premier, ça aurait été plus simple. Donc en fait, pour tout i dans grand I, le vecteur nul appartient bien à fi parce que fi, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et donc en fait, vu que ça appartient à tous les fi, ça appartient à l'intersection des fi. Et donc on a bien un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est assez simple. Voilà, c'était pas compliqué. Il fallait juste bien utiliser la caractérisation qu'on vient de voir. Attention, maintenant, on va voir l'union. Alors l'union, généralement, c'est pas un sous-espace vectoriel de E. Si je prends l'union des fi, il y a de grandes chances d'ailleurs que, enfin, ça dépend ouais, il y a de grandes chances, la majorité des cas, c'est pas un sous-espace vectoriel de E. Donc je propose un contre-exemple. Je prends E dans R2, c'est bien un espace vectoriel, c'est un R espace vectoriel. Donc je prends F, on peut vérifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels, hein, je m'en dispense. Donc je prends F, c'est l'ensemble des couples X ou 0, donc X appartient à R, et G, c'est l'ensemble des couples Y ou 0Y ou Y est un réel. Donc 1, 0, c'est un élément de F, 0, 1, c'est un élément de G. Je fais la somme des deux, ça me fait 1, 1. C'est pas dans l'union des deux. L'union des deux, ça me ferait, ça me ferait en fait une union de deux droites. Ouais, en fait, géométriquement, ce serait deux droites. Donc on a une première droite et une deuxième droite ici. Donc l'union, ce serait l'abscisse et l'ordonnée du plan. Donc, et 1, 1, et 1, 1 n'appartient pas à l'abscisse ou à l'ordonnée. Donc voilà pourquoi c'est faux. Donc F union G n'est pas stable par addition, donc c'est même pas un sous-espace vectoriel. Voilà. En fait, si généralement F union G, c'est un sous-espace vectoriel, ça veut dire que l'un est inclus dans l'autre. C'est-à-dire que F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Voilà. Ça, c'est un exercice classique, peut-être qu'on le fera. On va parler des combinaisons linéaires. Donc, on a E, un K-espace vectoriel, pour les mêmes lois plus point, et V1, nanana, Vn, une famille de vecteurs de E. Donc, je les indexe par de 1 à n. En fait, s'ils ne sont pas indexés de 1 à n, en fait, ce sera toujours une famille finie qu'on va considérer de vecteurs, parce qu'une combinaison linéaire, c'est toujours fini. Donc, en fait, on a une bijection entre une famille finie, une bijection finie entre une famille finie et un n. Donc, quitte à réarranger les vecteurs, même pas à réarranger les indices plutôt, on a toujours, on peut toujours indexer une famille par un n, une famille finie, pardon, par un n. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc on appelle combinaison linéaire de la famille V1, Vn, tout vecteur de la forme nanana plus na. En fait, ça va être la somme des lambda i, vi de 1 à n. Donc ça, c'est une combinaison linéaire de la famille V1, Vn. Et donc lambda, nanana, lambda n, ça va être des éléments du corps K de mon K espace vectoriel. Donc une combinaison linéaire, c'est toujours fini. Il n'y a pas de combinaison linéaire infinie. Il faut bien garder ça en tête. Donc rien ne m'empêche d'ailleurs que un des lambda, ou même que tous d'ailleurs, soient nuls. Euh, soit nul. Ça donne, c'est égal au 0 de K. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va montrer, donc on a F, un sous-espace vectoriel de E, F est stable par combinaison linéaire. Donc clairement, on a ça. Pour tout n dans grand N, si je prends une famille de n'importe quelle taille, c'était peut-être pas clair ça. Je prends une famille de n'importe quelle taille, une famille de vecteurs de Vn, qu'importe la taille de la famille. Je prends des scalaires, autant que je veux. La combinaison linéaire de la famille, toutes les combinaisons linéaires de cette famille
vont appartenir toujours à mon sous-espace vectoriel F. Peut-être plus clair comme ça. Donc on fait ça par récurrence. Donc la preuve. Donc F, un sous-espace vectoriel de E. On va montrer la proposition précédente par récurrence sur N, qu'on note, évidemment j'ai oublié un mot, qu'on note Pn. Donc pour initialisation, pour n égale 1, ça nous fait la somme des 1, donc ça fait juste un élément, ça fait lambda V1, lambda.V1. Et ça, comme F est un SEV, sous-espace vectoriel, ça appartient bien à F. Donc P1 est vrai. Maintenant, on suppose que, que Pn est vrai pour n arbitrairement fixé, on va montrer Pn plus 1. Donc je considère la famille V1 Vn plus 1, une famille de n plus 1 vecteur de F. Et lambda 1, lambda nana, lambda n plus 1 scalaire. Donc dans K, on a que la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des lambda i vi, c'est égal à, je décompose ma somme par la relation de Charles, ce qui fait la somme de lambda 1, la somme des i allant de 1 à n des lambda i vi, plus lambda n plus 1 point vn plus 1. Donc ça, par hypothèse de récurrence, ce truc-là, ça c'est un élément de f. Et comme f est stable par, addition, ce truc-là, c'est aussi un élément de f. Donc ça veut dire que la somme des deux appartient à f. Et donc, on a prouvé bien on a bien prouvé ce qu'on voulait, l'hérédité. Et donc, conclusion, on a la proposition suivante que j'ai pas rédigée. Donc, ce qui conclut la vidéo sur les sous-espaces vectoriels. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on travaillera sur la notion d'espace, de somme de sous-espaces vectoriels et de supplémentaire de E dans F, par exemple. On verra ça plus en détail la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.